spécialiste de la Russie, auteur de L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartilla. Bonsoir colonel Michel Goya. Bonsoir Thierry Arnaud. Bonsoir. Et bonsoir Nathalie Schrin. Vous êtes franco-ukrainienne, membre de l'association Femmes ukrainiennes en France. Pierre Laurin, si Solidar est vraiment tombé côté russe, à quel point est-ce important pour Vladimir Poutine? D'abord, c'est une victoire après effectivement une longue période où l'armée russe s'est plutôt retranchée qu'autre chose et essayait de résister d'ailleurs vers la fin assez efficacement contre l'offensive ukrainienne. Donc maintenant, c'est au tour des Russes de reprendre l'offensive. Là, il s'agit vraiment d'un point qui permettrait effectivement l'encerclement de Bakhmout. Donc c'est important tactiquement, peut-être pas stratégiquement, même si cette ville permet de contrôler les accès à Bakhmout et éventuellement de dégager une perspective vers plus à l'ouest, Kramatorsk, qui est vraisemblablement l'objectif majeur. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu du mal à comprendre ce qui se passait à Bakhmout et maintenant à Soledar, à comprendre l'acharnement que les Russes y mettaient, parce qu'on ne voit pas de victoire militaire majeure aujourd'hui, même si Soledar est tombé. Mais pourquoi l'avoir rendu si symbolique? C'est une sorte de, comme l'expliquait d'ailleurs Michel il y a quelques instants, une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on s'y bat et à mesure que les hommes tombent, à mesure qu'on meurt, la défaite prend un poids qui ne cesse de croître. Abandonner une ville qui n'est pas très stratégique si on ne s'y est battu que quelques jours et qu'il y a eu très peu de victimes, en soi, ce n'est pas une défaite très importante. L'abandonner ou la perdre après des mois de combat, après des milliers de morts, après ces images que vous décriviez tout à l'heure où on voit les cadavres s'empiler, ça prend une autre dimension. Ça serait symboliquement très fort pour les Russes d'avoir cette première victoire, symboliquement douloureux pour les Ukrainiens d'essuyer cette défaite. Et on voit bien que celui qui perd d'une certaine manière va prendre un coup au moral, en quelque sorte. Et je pense que c'est presque ça qui est devenu l'enjeu principal de cette bataille qui est un véritable carnage auquel on assiste ces dernières semaines. Je vous préviens, les images qui arrivent sont choquantes. Alors nous avons flouté les cadavres, mais il nous semblait important tout de même de vous montrer cette vidéo. Donc c'est j'allais dire journaliste pro-russe, pas du tout. C'est un youtubeur, enfin je ne sais pas. On a l'habitude de le voir à chaque fois quand les batailles se terminent. Il fait un petit point pour raconter la situation. Vous l'avez vu cette vidéo, Michel? Vous la découvrez à l'instant. On voit donc une montagne de cadavres. Et puis ce qu'il dit nous a été traduit, mais c'était à peu près factuel, juste pour dire qu'en effet, il était bien à Soledar. C'est la stratégie du rouleau compresseur humain? Oui, d'une certaine façon, c'est-à-dire ce qu'on appelle rouleau compresseur. Les Russes et particulièrement la société Wagner, qui est quand même au centre de tous ces combats, est assez peu économe de la vie de ces soldats. Surtout, en réalité, il y a plusieurs catégories de soldats. Et Wagner a beaucoup utilisé de prisonniers qui sont utilisés, les Ukrainiens appellent ça des soldats à usage unique. Donc qu'on envoie en première ligne, alors parfois aussi avec des miliciens du Donbass, on les envoie en première ligne. Ils sont là pour déceler les positions adverses et à partir du moment, généralement ils le payent de leur vie. Wagner d'ailleurs réintroduit ce qu'on appelait des détachements de barrage, c'est-à-dire des gens qui sont derrière et qui sont là pour stimuler le moral de ces expendables, de ces consommables qui sont devant, selon un principe simple, soit vous avancez et vous avez peut-être une chance de survivre, soit vous reculez et là vous serez tué à coup sûr. Et après derrière, là il y a d'autres unités, d'autres soldats de Wagner notamment qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus organisés, beaucoup plus compétents. Mais dans tous les cas de figure, le combat, surtout le combat urbain, on parlait de Verdun, mais en fait ça ressemble beaucoup à Stalingrad, si on veut faire un parallèle historique. Le combat urbain c'est toujours très meurtrier. Ça a toujours été très difficile pour les Russes qui n'ont pas forcément les compétences et suffisamment de bons soldats pour cela. Mais voilà, c'est plus particulièrement meurtrier maintenant qu'on engage des prisonniers ou des mobilisés qui sont pas formés. Là, on voit le drapeau de Wagner. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le ministère de la Défense, quand il communique et qu'il dit ça y est, la ville est tombée, ne parle pas du tout de Wagner. Et si on rembobine le fil de cette semaine,
Wagner avait revendiqué la victoire de Soledar avant d'être démenti par le Kremlin. Il y a aussi une lutte de pouvoir en arrière-fond. Comment vous, la franco-ukrainienne, vous regardez ce qu'il se passe aujourd'hui à Soledar? Est-ce que vous le voyez vraiment comme un coup porté au moral, j'imagine, puisque c'est une victoire pour les Russes aujourd'hui, oui, la première en 6 mois. Oui, je sais bien, mais notre morale est toujours aussi, on est toujours aussi déterminés. Notre terre, c'est notre terre. On veut la victoire juste pour récupérer le territoire ukrainien. On veut même pas rien d'autre, Non, les Ukrainiens sont déterminés. Ils sont extrêmement déterminés, même si c'est absolument horrible ce qui se passe. Il y a des blessés d'ailleurs. Si vous voulez nous donner des médicaments et des bandes, c'est le moment, parce que vraiment c'est horrible. Il fait très froid aussi, donc il y a des problèmes d'engelure, des choses vraiment horrible qui se passe, mais de l'autre côté des Russes, c'est pire encore, parce que les Ukrainiens vont prendre soin de leurs soldats. Les soldats ont des kits spéciaux pour se soigner. Ils font tout pour bien les traiter, bien les manger, etc. Et en face, c'est une véritable boucherie. Enfin, c'est horrible. Donc quand je vois ça, moi évidemment je suis française d'origine, donc forcément ça me fait penser à toutes nos batailles françaises, etc. Donc moi j'ai ce background-là, et quand je vois mes Ukrainiens, parce que c'est ma famille, c'est mes amis, ce sont mon sang, c'est pas que des soldats pour moi. Pour moi, c'est ma famille. Donc c'est d'autant plus choquant et perturbant, mais ils sont déterminés. Je vous assure qu'il n'y en a aucun qui va lâcher quoi que ce soit. Et à l'instant, l'armée russe salue le courage des combattants de Wagner à Soledar. Alors, je vous disais que le Kremlin ne mentionnait pas Wagner. L'armée russe le fait à la place du Kremlin. On revient sur cette déclaration dans un instant. D'abord, allons voir Magali Chalet. Magali, il y a eu guerre de communication autour de Soledar ces dernières 48 heures. Exactement. Alors ce matin, la Russie a affirmé avoir pris le contrôle de Soledar. Écoutez le porte-parole du ministère de la Défense russe. La libération de la ville de Soledar a été achevée dans la soirée du 12 janvier, ce qui est important pour la bonne poursuite des opérations offensives dans la direction de Donetsk. Mais cette annonce a été immédiatement démentie par Kiev. À la télévision, le porte-parole de l'armée ukrainienne a assuré, regardez, que de violents combats se déroulent toujours à Soledar. Selon lui, les forces armées ukrainiennes maintiennent la situation sous contrôle dans des conditions difficiles face aux unités Wagner et d'autres forces spéciales russes. Il accuse la Russie de diffuser de fausses informations concernant la conquête de cette ville pour semer la méfiance parmi les Ukrainiens vis-à-vis de leur armée. D'ailleurs, mercredi, le chef de Wagner, Evgeny Prigojine, avait déjà revendiqué la prise de Soledar avec ses hommes avant d'être rapidement contredit non seulement par Kiev, mais également par le ministère russe de la Défense avec lequel il entretient des relations de rivalité. Et quel est l'enjeu de Soledar ? Il y a plusieurs enjeux dans cette prise. Il y a d'abord le fait que la conquête de Soledar par la Russie marquerait la fin d'une série de défaites, des défaites qui s'enchaînent depuis début septembre. La dernière victoire remonte à juillet, donc ça fait 6 mois. Et puis concrètement, la prise de Soledar a plusieurs intérêts stratégiques. D'abord géographiquement, puisque vous allez le voir, elle est située juste à côté de Bakhmout et les Russes pourraient ainsi encercler la ville. Et puis il faut savoir qu'avec Wagner et les bataillons tchétchènes, l'armée russe mène un affrontement sanglant dans cette région depuis l'été sans parvenir à un avancement notable. Et puis Soledar a aussi un autre intérêt stratégique. Il s'agit de ces mines de sel dont 7 millions de tonnes sont extraites par an, une véritable manne financière. Et puis surtout le contrôle de ces mines qui s'enfonce à 100 mètres en profondeur permettrait aussi aux soldats russes de faire transiter des munitions, des armes et des combattants. Merci beaucoup Magali Chalet. L'armée russe qui salue le courage des combattants de Wagner à Soledar, ça revient à dire que c'est bien la victoire de Wagner à Soledar, c'est même un aveu de faiblesse, non, venant de l'armée? Non, parce que pour l'armée russe, Wagner fait partie des troupes qui sont engagées dans ce qu'ils appellent l'opération militaire spéciale. Donc il n'y a pas de contradiction. Les bataillons de Wagner sont appuyés par des parachutistes des forces aéroportées russes qui
qui interviennent en complément et qui ont pris pratiquement la ville en tenaille. Donc, pour le ministère de la Défense russe, il est logique de féliciter, d'autant plus que Prigojine, le chef de Wagner, l'oligarque Prigojine, s'était pris une petite claque de la part des autorités russes en disant qu'il avait annoncé la victoire peut-être un peu tôt. Mais la seule chose, c'est que Prigojine était sur place à Soledar. Oui. Et donc, il annonçait quelque chose qu'il était censé voir. Donc là, je pense qu'il y a une sorte d'excuse implicite. On est dans de la pure politique, là, Thierry ? On est surtout dans une lutte du pouvoir qui est quand même très, très dure, très violente. Evgeny Prigojine, aujourd'hui, sur sa chaîne Telegram, il parle, il dit que finalement, il parle à un moment donné des États-Unis. Et il dit, la menace principale pour moi, ce ne sont pas les États-Unis, ce sont des dommages importants qui pourraient provenir de notre lutte interne, de la corruption, de la bureaucratie et des fonctionnaires qui veulent rester en place. Il dit, voilà, pour Wagner, aujourd'hui, le principal ennemi, il est là. Tout ça dans le cadre que vous connaissez, c'est-à-dire le fait qu'on relève de ses fonctions celui qui était jusque-là au sein de l'armée russe responsable de l'opération militaire spéciale, Sergueï Surovikin, plutôt proche de Wagner, plutôt proche du Tchétchène Kadyrov, et qu'on mette à sa place le chef de l'état-major, le patron de l'armée russe, Valéry Gerasimov. Remplacer le responsable d'une opération aussi importante au bout de 3 mois, y mettre à la place celui qui est le grand patron de l'armée, c'est pas quand même un signal de stabilité, de sérénité. Et on voit dans les propos quand même très clairs de Prigojine qu'il y a une vraie lutte de pouvoir, un véritable affrontement entre ce qu'on pourrait appeler le courant Wagner et Prigojine d'un côté, et puis les historiques de l'armée d'autre part. On verra si les Russes préparent une importante offensive. On voulait aussi rendre hommage à Viktor Onisko. Vous ne le connaissez pas directement, mais vous avez vu cette vidéo qui était devenue virale et qui avait beaucoup ému. Il s'agissait d'alerter les consciences. Si nous tombons, vous tombez. Une simulation de Paris sous les bombes. Il faisait partie de ceux qui en avaient eu l'idée. Il avait 31 ans, il était marié, il avait une petite fille de 8 ans. Viktor Onisko était monteur de cinéma. Il avait notamment participé à des films avec Jean Reno. Il avait donc travaillé sur ces films. Il avait choisi de s'engager sur le terrain, de défendre son pays. On va l'écouter dans cette vidéo qu'il a filmée la veille de sa mort. You need the drugs to make you shine. You need a pill to make you. Привіт з Сходу. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais en tout cas, il fait partie de ces visages. Oui, je ne le connaissais pas évidemment personnellement, mais quand on voit cet homme jeune avec des jeunes enfants qui avaient un avenir tout tracé, qui était bien éduqué, qui parlait anglais, c'est toute une génération ukrainienne qui s'était formée à l'étranger, qui avait fait des études, etc. Nombre d'artistes sont tombés dans Oui, bien sûr. Je pense à mon ami Vassel Slipa, qui était chanteur d'opéra, qui a vécu 20 ans en France. Voilà, c'est ce genre de personnes qui sont sur le front, des journalistes, des professeurs d'université. Donc, c'est des gens qui sont conscients que la terre, le pays, c'est la protection de sa famille, c'est inaliénable, c'est la priorité des priorités. Et voilà, donc pensons à tous ces jeunes. Moi, je suis allée souvent dans les cimetières pour voir la tombe de Vassel, et c'était des jeunes de 18, 19 ans. Donc pensez que ça pourrait être vos propres enfants. Donc remettez-vous que les soldats ukrainiens sont des personnes, sont des... Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous dans BFM Story. Une chanson de Sting. Oui. Les Russes aiment également leurs enfants. Qu'est-ce que vous êtes... Non, c'était simplement pour rétablir un équilibre, c'est tout. Un équilibre. Ce sont les Russes qui ont envahi l'Ukraine. Non, mais sur ça, je ne reviens pas. Mais bon, un homme est un homme. Et je crois qu'il disait « J'espère que les Russes aiment leurs enfants ». Mais en effet, on déplore les morts des deux côtés. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous dans BFM Story.